Bienvenue dans ce second, et espérons le deuxième, art de la guerre qui porte sur l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Ça va être décevant ça. Pardon? Tchaïkovski a dit qu'il l'avait, je cite, « écrite sans amour de sorte qu'elle n'aura sûrement pas grande valeur artistique ». Alors là, crois-moi, le monde n'est pas d'accord avec Tchaïkovski. Si je vous parle aujourd'hui de l'ouverture 1812, c'est parce que ce morceau retrace, à travers ses différentes citations, toute la campagne de Russie de Napoléon. En 1812 du coup. Toutes les musiques citées sont en lien dans la description. N'hésitez pas à faire les comparaisons vous-même. Dans cette vidéo, nous allons donc retracer toute la campagne de Russie à travers ce morceau. Mais d'abord, un peu de contexte. L'ouverture 1812 a été composée par Piotr Ilyich Tchaïkovski en 1880, afin de commémorer la victoire des Russes sur Napoléon dans ce qu'ils appellent la guerre patriotique. C'est un morceau qui a été composé afin de chanter la gloire éternelle des tsars. Et le morceau s'ouvre ainsi. On commence donc par une citation directe, puisque cet air est celui d'une liturgie orthodoxe russe, Dieu sauve ton peuple. Cet air semble prévenir la Russie du conflit qui va venir, ce qui nous donne l'occasion de parler du contexte de la campagne de Russie. En 1812, l'Europe est napoléonienne. La Prusse et l'Autriche ont été écrasées et la Russie ne peut plus se permettre d'intervenir. En effet, par les traités de Tilsit en 1807, cette dernière est écartée et doit même participer au grand blocus continental de Napoléon. Bon, très rapidement, le dernier grand adversaire de Napoléon à l'époque, c'est la Grande-Bretagne. Mais ce dernier ne peut pas l'envahir après sa défaite à Trafalgar. Aussi, il décide d'étouffer économiquement l'île en coupant tout commerce avec le continent. Sauf que ça échauffe pas mal de monde, dont les Russes, cette affaire. Étant une économie de matières premières, la Russie vit assez mal ce blocus. Ajoutez-y la création d'un État polonais par Napoléon et vous obtenez un tsar qui rompt le blocus. Classique. Napoléon déclare donc la guerre à la Russie le 22 juin 1812, ainsi représenté dans l'ouverture. La musique prend alors un air guerrier mais défaitiste. Ce dernier monte entre les violons et les flûtes et finit par se laisser dominer par des cuivres qui sont censés représenter les Français inarrêtables. En même temps... Ouais, Napoléon a sûrement rassemblé ici la meilleure armée possible. 600 000 hommes dont les 420 000 Français de la Grande Armée. Le reste étant des renforts des pays occupés. Polonais, Allemands, Italiens, Suisses, Croates, Espagnols. Ajoutez-y 2200 pièces d'artillerie. La meilleure d'Europe. Sans même parler de l'immense expérience de l'infanterie et de la cavalerie française. En face, on a une armée d'un demi-million d'hommes, mais loin d'avoir les mêmes compétences. Ce qui explique l'ère défaitiste. Bien que les Russes veuillent véritablement se défendre, ils n'acceptent le combat qu'en cas de position défensive solide. Or, les Français sont d'une rapidité foudroyante et culbutent les positions russes. Le très gros des troupes visant Smolensk, puis Moscou, une petite armée de 30 000 hommes est tout de même envoyée contre Saint-Pétersbourg au nord. Cette avancée rapide a deux conséquences. Tout d'abord, les Russes s'engagent dans une politique de la terre brûlée pour utiliser l'immensité de leur territoire et ne laissent rien à Napoléon. Ce qui va s'avérer important. Ensuite, les Français étirent beaucoup trop rapidement leur ligne logistique, ce qui rend très difficile toute forme de ravitaillement. Napoléon perd ainsi beaucoup d'hommes dans l'été russe. Dont on parle bien moins que de l'hiver, mais qui fut coûteux également. Et il n'arrive pas à briser une armée russe fuyante. En plus, les armées de l'empereur subissent une guérilla de la part de partisans et des Cosaques. Bref, tout n'est pas si positif dans cette avancée française.
Nous entrons ainsi dans une nouvelle phase du morceau qui représente l'armée du tsar, fière et prête à défendre la mère patrie. Ce thème est important dans l'ensemble du morceau et souligne plus le courage que la valeur des troupes russes. En effet, l'armée française du Nord échoue devant Riga. Saint-Pétersbourg est sauvé, ce qui rassure un peu le pouvoir politique russe. Enfin, l'embellie est de courte durée. Oui, car si l'armée de Napoléon est désormais isolée, elle reste foudroyante et finit par prendre Smolensk le 18 août. Les Russes n'ont plus le choix et doivent désormais combattre si elles veulent protéger Moscou. Notons tout de même que la Grande Armée a vu ses effectifs fondre de moitié. Isolée stratégiquement et logistiquement, elle montre déjà des signes d'usure. Et c'est ici que Tchaïkovski décide d'aborder la bataille de Borodino, ou de la Moskova, qui a lieu le 7 septembre 1812. Si on y retrouve l'air martial du début, ce dernier monte beaucoup plus rapidement et on y voit opposer l'air représentant l'armée russe à la Marseillaise. Qui est censée représenter l'armée française, forcément. Cette Marseillaise finira par balayer les airs russes, ce qui représente la victoire française. Quoique... Oui, parce que l'armée russe survit à cette bataille, rendant les gains stratégiques de Napoléon assez limités. C'est en cela que les Russes peuvent dire avoir gagné. Ils ont tenu une journée à Borodino, ont perdu plus de 40 000 hommes, mais ils ont l'intelligence de ne pas s'entêter et de sauver ce qui peut l'être. Donc, politiquement et militairement, le tsar survit. De son côté, Napoléon n'a certes que perdu 6 000 hommes, mais il déplore 25 000 blessés, ce qui, à plus d'un millier de kilomètres de sa frontière, est équivalent à des morts. C'est ainsi que Tchaïkovski nous éloigne des champs de bataille pour nous parler de la véritable force des Russes, sa campagne. À travers un thème pastoral, le compositeur rend hommage au courage du peuple russe et finit par citer Vorot ou Vorot, un air folklorique très connu en Russie. Résigné à perdre la ville de Moscou, l'armée russe se décide à partir, non sans vider la ville de toute provision, ni sans la remplir de biens des partisans. Mais qu'entends-je ? Déjà la Marseillaise arrive, et celle-ci marque la prise de Moscou par Napoléon le 14 septembre, à peine une semaine après la bataille. Ah oui, ça a été rapide. Oui, mais voilà, Napoléon n'a plus de réserve ni de provisions, et a à peine 100 000 hommes valides. Il hésite donc à poursuivre l'armée russe. Il espère secrètement obtenir la paix par la prise de la capitale, ce qui est d'usage. Le tsar, de son côté, joue la montre, ce qui amplifie l'hésitation de Napoléon. Pour ne rien arranger, les partisans de Moscou allument un gigantesque incendie dans la ville. Pour vous donner une idée, cette carte montre en noir le quartier brûlé de Moscou. C'est ainsi que Tchaïkovski ressort son air pastoral, puis Vorot ou Vorot, mais cette fois pour d'autres raisons. En effet, l'armée du tsar va recruter à tour de bras. Certes privée d'artillerie, elle a toujours une cavalerie efficace en s'appuyant sur les Cosaques et va se reconstituer une infanterie de masse. Ce qui valide la temporisation du tsar. De plus, cela va permettre d'organiser le réseau des partisans, qui va travailler de concert avec les Cosaques et qui nous donneront un excellent exemple de guerre irrégulière. En effet, il faut souligner chez les Russes une formidable volonté de résister ou, au pire, de ne pas obtempérer. Si l'incendie de Moscou est un bel exemple, il faut également voir que des milliers d'escarmouches contre les unités isolées françaises et surtout contre les trains de ravitaillement vont particulièrement affaiblir les efforts français. Et ça marche. Dans le morceau, la Marseillaise réapparaît, mais beaucoup moins flamboyante. C'est l'heure de la retraite.
Incapable d'obtenir sa paix, Napoléon se décide à rentrer le 18 octobre. L'armée russe renforcée lui emboîte le pas et l'hiver arrive. L'air russe, d'ailleurs, fait sa réapparition dans le morceau, tandis que la Marseillaise est balayée par des canons. Oui, il y a des canons dans l'orchestre pour le morceau. Vous en faites pas, hein, il tire à blanc. Viennent également les vents d'hiver, représentés par des violons. Tout ceci symbolise la reprise de Moscou, mais aussi la capture des canons français par l'armée russe. En effet, sans ravitaillement, les Français doivent abandonner leurs canons faute de chevaux pour les tirer, résolvant ainsi la grande faiblesse de l'armée russe. D'où leur présence dans le morceau. Nous pouvons donc entrer dans la dernière phase du morceau, la célébration de la victoire, qui commence par la liturgie orthodoxe russe « Dieu sauve ton peuple », appuyée par les cloches des églises russes, ainsi que les vents d'hiver des violons. Un remerciement à Dieu pour la victoire. Oui, parce que Napoléon a complètement perdu. La retraite est catastrophique. Froid, famine, guérilla, poursuite par l'armée russe. De toute manière, Napoléon rentre avec seulement 10 000 hommes, donc ça s'est plié. Finissons d'abord le morceau. Car voici la partie la plus connue du morceau, qui doit, je vous le rappelle, glorifier le tsar. Tchaïkovski y fait donc revenir l'air de l'armée russe du début, et y rajoute l'hymne tsariste de 1880, Dieu sauve le tsar. Plus les canons. Plus les cloches. Allez, je vous laisse en profiter. Bien, comme ça a été un peu rapide, Oui, parce qu'on a survolé la campagne de Russie là. Hein. je vais me permettre 2 remarques et 2 conclusions. C'est pas banal. Tout d'abord, ma première remarque vient d'une expression française, c'est la Bérésina. Cette dernière vient d'une bataille durant la retraite de Russie qui signifie que c'est la débandade, Le bordel. le massacre. La défaite ultime. Cette idée que la Bérésina fut une cinglante défaite vient en réalité du fait que c'est une des rares batailles à avoir impliqué les civils de l'armée qui ont pu voir les conditions atroces dans lesquelles le génie a dû construire un pont sur la Bérésina. Pourtant, la traversée de ce fleuve a plutôt été une réussite de la part de Napoléon, en tout cas d'un point de vue stratégique. En effet, poursuivi par 2 armées prêtes à l'écraser et avec l'obligation de traverser la Bérésina, l'empereur réussit une brillante manœuvre de diversion, lui laissant le temps et l'espace pour construire un pont improvisé et ainsi sauver une partie de son armée. Bon, malheureusement, le pont s'effondrera et forcera les Français à abandonner l'autre partie. Sans parler des scènes d'horreur des hommes coulant dans un fleuve gelé ou se frigorifiant sur place. Deuxième remarque, Tchaïkovski fait 2 anachronismes dans son morceau. Oui. En effet, la Marseillaise, certes écrite en 1792, était interdite sous l'Empire. Elle n'a donc jamais retenti pendant la campagne de Russie. De même, l'hymne russe Dieu sauve le tsar a été composé en 1833, donc n'existait pas à l'époque. Mais bon, en 1880, ces 2 airs représentent très bien la France et la Russie, alors ça passe. Voici pour les remarques. Je passe donc à ma première conclusion, la conclusion militaire. La campagne 1812 est un désastre pour Napoléon. Pour en donner une idée, voici un graphe représentant l'évolution du nombre de soldats dans l'armée durant la campagne, l'épaisseur du trait étant proportionnelle aux effectifs. Je crois que c'est assez clair. Cependant, ce n'est pas la fin de l'Empire.
Grâce à sa démographie et à son industrie, la France va rapidement lever une nouvelle grande armée et se préparer à la campagne d'Allemagne de 1813. Mais Napoléon a perdu 3 choses. Sa réputation, qui incitait nombre de pays à ne pas se révolter, l'expérience de son armée et surtout ses chevaux. Le cheval, c'est génial. La campagne de Russie n'a épargné Aucun cheval. Sachant que l'empereur s'appuie énormément sur sa cavalerie, cela va avoir des conséquences jusqu'à Waterloo. Bref, ça fait mal. Et maintenant une petite conclusion musicale. Si Tchaïkovski n'était pas très attaché à l'ouverture 1812, ce morceau reste un de ses plus connus. Avec Casse-Noisette, le lac des Cygnes ou encore la symphonie pathétique. À l'origine, ce morceau devait être à la gloire des tsars, mais Tchaïkovski a voulu y rajouter un hommage aux dieux orthodoxes, à l'hiver et surtout au peuple russe et à son courage. Et après, c'est parti en sucette. Oui, parce que ce morceau est utilisé à tort et à travers jusqu'à en ignorer la signification initiale. Entraînant, héroïque, grandiose, son final est utilisé pour tout et n'importe quoi. Genre, vraiment. Feu d'artifice pour l'indépendance américaine, un clip du Front National, une pub pour du scotch, le jeu vidéo Ratchet & Clank, V pour Vendetta, les 120 ans de la Tour Eiffel. Moi je m'en fous, hein. J'adore cette musique. Bon, vous savez quoi ? Je vais vous remettre le final et je vais faire un montage de toutes les vidéos qui les citent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode qui était assez long. J'espère vous avoir fait apprécier ce morceau à sa juste valeur. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.